un petit peu sur ce vaste sujet. On va commencer peut-être d'abord par expliquer un petit peu pourquoi il y a des enjeux sur cette partie sûreté voyageurs par rapport à peut-être il y a quelques années. En ayant déjà peut-être un petit peu plus d'explications de ta part aussi sur pourquoi c'est un enjeu pour l'entreprise et pourquoi ça l'est d'autant plus aujourd'hui par rapport à... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le devoir de protection, c'est pas du tout un sujet nouveau. Depuis le début du XXe siècle, voilà, c'est relativement nouveau. Par contre, ce qui est vraiment important maintenant, c'est comment il a évolué et comment il s'applique dans un contexte où le travail a beaucoup limité et surtout vis-à-vis du déplacement professionnel. On se déplace aujourd'hui de plus en plus loin et surtout, se déplacer est devenu banal. N'importe qui, quel que soit son statut au niveau de l'entreprise, est susceptible de se déplacer. Donc, dans ce genre de cas, justement, comment la législation a évolué et on peut en juger par rapport au durcissement du cadre législatif. Aujourd'hui, on est plus sur uniquement la responsabilité civile de l'entreprise et également la responsabilité pénale. Si on inclut aussi toute la partie jurisprudence, on parle de toute la jurisprudence Jean, Joulot ou Karachi, le constat, c'est que l'entreprise aujourd'hui ne peut plus être uniquement dans la réactivité. Et quelque part, il faut vraiment qu'on mette en place toute une stratégie d'anticipation des risques pour justement accompagner les voyageurs dans leur déplacement et pouvoir préparer tout un plan pour réagir en cas. Donc elle nous a montré qu'elle a mis en place des moyens pour couvrir sur ces moyens et c'est aussi une obligation de résultat. Une obligation de résultat. Très bien, c'est clair. Dans un contexte où ça évolue énormément, on est de plus en plus sollicité, nous, en tant que cabinet de conseil, sur ces aspects-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a certains éléments de constat qu'on fait systématiquement chez nos clients. Déjà, il y a une multitude d'acteurs en interne et en externe qui sont sollicités sur ce process, mais avec généralement très peu de liens entre eux. Donc, on a des bouts de process qui sont couverts, mais pas vraiment une vision transverse, et ça va des achats qui négocient avec les prestataires, à des interlocuteurs dans le sûreté, la médecine du travail, les RH, il y a aussi des enjeux sur la partie voyage. L'agence de voyage est souvent aussi un acteur qui est très impliqué. Il y a des outils qui sont mis en place, mais il n'y a pas forcément une vision complètement transverse de tous ces aspects-là. Chez Arkema, comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on retrouve exactement la même structure chez nous, avec l'ensemble des entités qui sont représentées à quelque chose près, avec effectivement ce manque de liens qu'on a mis en évidence par le début. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait trois grands métiers qui se dégagent hormis l'agence de voyage, pardon. C'est la dimension sûreté, la dimension RH, la dimension travel manager, qui est chez nous côté achat. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de migrer vers une situation où c'était plutôt le travel qui était leader vers la sûreté, parce qu'on estime que la sûreté chez Arkema est quelque chose qui doit se concevoir de manière globale. Et donc, on y inclut également, non pas uniquement la cybersécurité, la sécurité des physiques, mais aussi la sécurité des voyages. Mais du coup, l'enjeu pour vous, c'était plutôt s'assurer que tous les aspects de sûreté globalement sont couverts, plutôt que se focaliser sur le fait que ça fait partie du process du voyage et du voyage. En fait, c'est surtout le fait qu'on manquait de lien entre ces différents acteurs du processus. Et ça veut dire que du coup, c'est la sûreté qui va vraiment prendre le lead sur l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Ça me paraît plus cohérent. Ça varie d'un contexte disant à l'autre. On a souvent vu soit côté RH, soit côté travel management, en fonction de qui finalement est le plus expert. Ouais. Sachant que c'est vrai que la responsabilité, souvent, d'une entreprise, quand on n'a pas les ressources pour gérer vraiment toute une partie sécurité, effectivement, elle est un peu, elle va aller sur des départements qui sont peut-être plus responsables au niveau du collaborateur, donc plutôt RH. Donc ça traduit à l'activité finale de l'entreprise. Alors un autre constat qu'on fait aussi dans le cadre de nos audits, c'est qu'on a la sensation de couvrir quand même un minimum de sujets. Donc il y a de la documentation qui existe, voire on y fait référence dans certaines politiques. Donc on peut trouver des éléments dans la politique voyage, la politique sûreté, on a des documentations sur l'intranet, parfois il y a des plateformes spécialisées, on en parlera un petit peu après.
voire des formations à un moment donné qui sont faites, mais pareil, il n'y a pas forcément de lien entre tous ces éléments-là, et puis on n'a pas toujours la garantie que ces informations arrivent bien jusqu'aux principaux concernés, qui sont quand même finalement les voyageurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans le cadre de nos projets. Ce besoin de recentraliser un minimum la documentation. Alors, partie de ce constat-là, qu'est-ce qu'une société peut faire en fait quand elle estime qu'elle a peut-être un sujet à aller auditer ou à aller vérifier sur ses aspects sûreté? Par quoi elle démarre? Ce qu'on précise, nous, quand on démarre un audit de ce type-là, c'est ça reste un projet. Au-delà d'un sujet sûreté voyageur, il faut le traiter comme un projet en tant que tel. Ça veut dire qu'il faut bien connaître ce qui est en place, comment on fonctionne, ses besoins, identifier des solutions pour les couvrir, et ensuite arbitrer sur ce qui fait sens par rapport à son contexte. Donc ce qui a été fait chez Arkema, c'est cette première phase un peu d'audit et d'état des lieux. Ce que Jérôme, c'est de nous expliquer un peu qui vous avez mobilisé, quels ont été les challenges en différentes étapes de cette phase-là. Effectivement, on bénéficiait déjà chez Arkema d'une organisation structurée qui se réunissait tous les trimestres à peu près, et qui recoupait déjà un sponsor travel qui est chez nous, le RH. Ça, c'est une bonne chose. Donc, le responsable RH Monde et le sponsor de la partie travel, sachant que c'est quand même le département achat qui gère les travel chez Arkema. Donc, on avait déjà une sorte de binôme. Et lors de ces meetings sont réunies toutes les entités de notre société, en passant par la sécurité et la sûreté, bien sûr, représentés par Pierre, mais également la finance, bien sûr, le développement durable, tout ce qui est IT informatique, et bien d'autres départements qui peuvent se joindre à nous lorsque le sujet s'y prête. Et à partir de là, on a effectivement autour de la table des gens de la société qui peuvent répondre au nom de chaque département. Et lorsqu'on a démarré ce projet-là, on s'est appuyé sur eux pour déjà valider le fait qu'on allait pouvoir travailler dessus. La difficulté a été plutôt de l'étendre mondialement, et le challenge, c'était d'aller chercher le soutien et puis le partenariat de toutes nos filiales dans le monde. L'audit est fait sur 8 pays dans le monde, plutôt représentatif. Il fallait s'appuyer sur des partenaires pays, mais également sur la collaboration des responsables sécurité sur chaque pays, de façon à ce que les questionnaires soient diffusés et publiés par ces gens-là, et non par que la centrale corporate. Voilà, c'était le plus gros challenge, c'est de faire adhérer les gens, que les gens répondent. Donc bien sûr, on a envoyé des questionnaires aux salariés, mais il fallait que ça passe par les responsables du pays pour que c'est une autre. Voilà, donc voilà, c'était les principaux. Oui, quand même, globalement, un très bon retour, avec 33%, plus de 5% de réponses sur plus de 4000 listings envoyés, donc c'est quand même un bon résultat. C'est ça. Vous avez senti que les gens se sentaient, enfin, le salarié en lui-même se sentait. Il y avait un besoin, c'est clair, il y avait un besoin, il y avait une attente. On a en partie comblé en faisant cette enquête. On a senti que les gens ont profité de ce questionnaire pour dire oui, effectivement, bon, alors on sent que les filiales ne savent pas s'y prendre sur ces sujets-là qui est vaste. Ils n'ont pas le temps surtout, car cette partie-là représente à peine une dizaine de leur job. Et c'est très chronophage quand on commence à se pencher sur la question. Et puis il y a le sujet du financement. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, peut-être que des choses peuvent être mises en place, mais la perception en bout de chaîne d'un voyageur, elle peut être un petit peu différente. Donc, c'est vrai que ça met aussi un peu les choses en place. Tout à fait. Alors, l'étape d'après, on a dit forcément après, c'est d'identifier les différentes solutions, de mettre en place une stratégie, et puis ensuite d'arbitrer, parce qu'on peut en théorie prévoir énormément de choses sur ces sujets-là, mais évidemment, il y a la réalité du budget, entre autres, et puis de qu'est-ce qui fait sens aussi par rapport au niveau de risque. Donc sur la partie identifier les solutions, donc on pense que cette stratégie sur la partie sûreté voyageur, elle repose sur 5 piliers qu'il faut absolument traiter de façon complète. Le premier, c'est la gouvernance, parce que finalement, pareil comme tout type de projet et tout changement, s'il n'y a pas la bonne organisation en place, tout ce qu'on fait ne peut pas être naturel. Une partie process qui va être de s'assurer que tout est couvert de A à Z, qu'il n'y a pas de rupture dans les différents interlocuteurs. Une partie communication, s'assurer que les informations circulent bien, sont à jour, etc. Une partie politique, pour que ce soit bien écrit, formaliser ce qui est attendu de chacun.
Et puis aussi surtout la couverture assurance slash assistance des voyageurs. Donc l'objectif quand on fait l'état des lieux et quand on définit sa stratégie, c'est de traiter ces 5 éléments-là, et c'est ce que Arkema est en train de faire actuellement. Alors, sur la partie organisation, quelques éléments qui reviennent assez régulièrement, surtout quand on est dans un contexte international, c'est j'ai des interlocuteurs en centrale, dans un nouveau pays, une nouvelle entité, qui va faire quoi dans cette organisation et comment je m'assure que j'ai une organisation qui s'appliquera pour tous les pays, sans qu'il y ait de doublons et que l'intégralité soit bien couverte et qu'il y ait bien la bonne charge de travail qui soit associée. Pierre, quels choix ont été faits du coup, quelle est la volonté d'Artema du coup sur cette gouvernance? Effectivement, l'intérêt de l'audit, ça a permis de remettre les choses un petit peu à plat, de clarifier notre organisation. Aujourd'hui, l'organisation est la suivante, on a quand même 3 plaques géographiques qui sont assez distinctes en termes géographiques et en termes de temps. On n'est pas dans le même temps en Europe, en Asie, en Amérique. Donc on a créé en fait un triumvirat mondial qui est là pour définir la politique de l'entreprise, la politique sécurité de l'entreprise, qui est composé d'un RH, de directeur sûreté qui est donc le leader de ce triumvirat, et également de la personne en charge côté achat du voyage. Ensuite, donc ce triumvirat est là pour définir la politique. Ensuite, elle s'appuie sur des responsables régionaux, un par plaque, donc Asie, Europe et Amérique, qui ont la charge de définir cette politique dans leur région et de s'assurer qu'effectivement les référents sûreté qui sont après dans chaque pays, donc le 3e niveau, fonctionnent bien de manière homogène. C'est surtout le terme homogène qui est important parce qu'on avait des pratiques qui étaient assez hétérogènes. Il y a des choses qui existent dans tous les pays, mais elles étaient hétérogènes. Donc l'intérêt de l'audit, c'est d'avoir clarifié les choses et d'avoir mis les choses en perspective de manière homogène. Donc aujourd'hui, voilà, on a une structure qui est relativement claire et qui est basée sur 3 niveaux de responsabilité. Et du coup, après l'idée, est-ce que c'est de la partager, de comment cette organisation elle démarre en fait? Est-ce que c'est réunissent régulièrement? L'idée, c'est pas de mettre effectivement 3 strates qui ne se parlent pas, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est effectivement la politique est définie au 1er niveau, elle communique la politique, elle la définit aussi en partenariat avec les 3 plaques géographiques, et ensuite il y a une combination qui se fait entre les 3 plaques géographiques et puis les responsables sûreté de chaque pays, donc, qui ont en charge d'animer ces réseaux par plaque géographique, avec des rendez-vous, des réunions, des meetings réguliers pour échanger. Donc c'est pas uniquement du top-down, mais c'est aussi des remontées d'informations du terrain qui permettent d'alimenter la politique sécurité et sûreté du marché. Après, on parlait des aspects hétérogènes. Alors souvent, les organisations peuvent être un peu différentes à l'international, et puis les types d'interlocuteurs qui sont en charge n'ont pas les mêmes charges disponibles pour traiter le sujet. Comment vous justifiez auprès de certaines places, par exemple, qu'il y a une charge de travail supplémentaire, ou comment vous formalisez la charge de travail pour mettre en place l'organisation? Je dirais qu'à chaque niveau, elle est définie. La charge de travail n'est pas non plus, ce qu'on demande à minima n'est pas non plus ancienne. L'idée, c'est de faire un minima et de surtout clarifier ce qu'on attend de chaque interlocuteur. Donc, en termes de charge de travail, il y aura des fiches métiers, des fiches réflexes qui permettront d'aider les gens à répondre à différentes sollicitations. Mais en termes de charge de travail, on est dans des choses relativement modiques et relativement pragmatiques. Vraiment pas. C'est plus travailler de façon plus rigoureuse, à partir de documents déjà formalisés, une vision claire de la politique, et puis des fiches qui leur permettent de répondre aux différents cas de Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, dans un groupe international, avant même de faire le groupe global, il y a probablement déjà des choses qui sont traitées de façon locale, et c'est la réorganisation qui fait sens. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y avait vraiment un besoin des gens sur le terrain de clarifier et de moderniser les choses. Donc on y répond complètement par ce là. On disait tout à l'heure, on s'inscrit dans quelques projets, donc il y a cette partie mise en place qui va faire un peu de modification au départ. Donc c'est sûr qu'en termes de charge de travail, on va être un petit peu plus. Il y aura un petit pic forcément, mais qui n'est pas, encore une fois, gérable à l'échelle. C'est vrai qu'après on aidera, on est beaucoup plus sur essayer de maintenir déjà les acquis et puis trouver des axes d'amélioration. Ce qu'on préconiserait pour une société qui démarre la partie stratégie, c'est de démarrer justement par cette partie gouvernance, parce que c'est ça qui va permettre que ça vive derrière, et puis que les gens s'approprient cette nouvelle organisation en traitant les nouveaux sujets de la stratégie.
plutôt d'arriver en budget et de récupérer des choses qui ont déjà été construites. Donc complètement, il faut que chacun sache ce qu'on attend de lui de manière très claire. Donc la gouvernance, c'est dans le pilier. Alors le deuxième pilier qui me semble important, et sur lequel les sociétés se posent beaucoup de questions, c'est toute la partie politique. Donc c'est dans quelle politique on doit définir les règles pour les voyageurs. Est-ce que c'est plutôt dans la politique voyage, qui est la référence pour les voyageurs? Est-ce que dans la politique sûreté, pour avoir une vision globale? Et comment on s'assure, que c'est courant, qu'on ajuste qui je dois contacter en cas de problème, c'est plus global que ça, et comment on s'assure que ce soit bien clair qui doit mettre à jour, comment ça doit être diffusé, etc. Quel choix, quels sont les éléments qu'une société doit prendre en compte quand elle va définir les éléments de cette politique? En fait, ce que tu disais, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment des cas. Soit on base uniquement sur la politique de voyage, en disant ben voilà, c'est un document de référence, on va vraiment tout mettre dedans, quitte à ce que ça vienne un peu parasiter d'autres aspects de la partie voyage et que du coup ça puisse être contre-productif. Et le fait de vraiment mettre en place une politique de sûreté voyage avec des règles assez précises. Alors on peut avoir un socle, on va dire, qui est vraiment majeur, des thématiques assez majeures. On parle de tout ce qui va être les canaux de réservation, tout ce qui est flux d'approbation, donc quel est le processus au niveau des déplacements vers les zones à risque, ce genre de choses. On va dire que ça c'est vraiment un petit peu plus top, j'ai des contacts, comme on disait tout à l'heure, savoir qui contacter dans quel cas. Et puis on voit aussi que le déplacement est en pleine mutation, qu'on a de nouveaux comportements, que ce soit avec toutes ces nouvelles économies collaboratives, du Airbnb, du Uber, voilà, tout ce genre d'éléments, le déjà, qui faut à un moment un petit peu cadrer parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de règles là-dessus, mais que par habitude, c'est des choses qui sont faites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on communique clairement dessus? Est-ce qu'on met en place des règles? Ou on reste assez vague, donc quelque part, on prend aussi les risques qui sont afférents à utiliser ce genre de prestations. On va dire que déjà, si on a ce socle, tous ces éléments principaux, puis derrière, on traite un peu les cas spécifiques, que ce soit en termes de population, en termes de moyens de déplacement, etc., on arrivera quand même à quelque chose qui est plutôt complexe. Quand on regarde effectivement le résultat, ça tient sur le pas, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est beaucoup de bon sens, et ça envoie le mérite d'être dessus et d'être quand même clarifié. Est-ce qu'on peut, du coup, parce qu'il y a des sociétés parfois qui n'ont pas forcément traité déjà en amont ce sujet, quand tu parles des canaux de réservation et du workflow d'approbation, est-ce que tu as des exemples ça va être par exemple passer par l'agence qui a été référencée, ou passer par l'outil si jamais il y a un outil qui est en place, les deux sont liés, parce que ça va être une centralisation au niveau des déplacements qui derrière peuvent amener en fait à obtenir des reportings assez facilement sur ce que font les gens. Au niveau du workflow d'approbation, ça va être beaucoup plus, voilà, je sais que je me déplace dans une zone à risque, il y a probablement un flux d'approbation ou une validation à avoir à un deuxième niveau, de quelqu'un qui a peut-être la connaissance. Et ça, il faut l'avoir en tête parce qu'on n'est pas toujours dans des schémas automatisés. Donc concrètement, un manager aujourd'hui n'a pas forcément la connaissance ou la visibilité pour dire oui ou non un déplacement dans une zone à risque, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même essentielles, mais qui ne sont pas toujours formalisées. Oui, l'outil doit accompagner en fait, et le salarié et le manager pour, la réservation et deux, la validation. L'outil est paramétrable, donc toutes les notions de sûreté peuvent être paramétrées aussi, comme l'aspect coût, l'aspect politique. Sur la partie workflow, on a vu des cas plus ou moins complexes en fonction des sociétés. On a vu des sociétés qui avaient plusieurs typologies de zones à risque et qui du coup entraînaient des workflows d'application et des interlocuteurs différents dans le process, ou des sociétés qui avaient juste est-ce que c'est une zone à risque ou non, de façon plus simplifiée. Du coup, sur Artema, c'est une liste. On a effectivement une matrice avec 3 à 4 niveaux d'autorisation, mais
allant d'une simple autorisation sans avis particulier jusqu'à l'autorisation demandée au COMET, en fonction de la nature du pays et de la situation du moment, parce qu'un pays peut être en zone blanche à un moment donné, il peut passer en zone rouge à un moment, donc c'est quand même quelque chose qui vit en permanence et qui remet au jour très régulièrement. Donc cette politique-là, on l'a, et on est en train justement de la réformer également pour donner un petit peu plus de cohérence et de souplesse. Et du coup, cher Thomas, j'imagine que comme la gouvernance, ces aspects-là ont été rajoutés dans les politiques sûreté. Oui, oui, complètement. C'est une prérogative de la direction sûreté de gérer cette liste de pays et du niveau de qualification. Alors, l'élément suivant qu'on va analyser, qui est déjà abordé avec l'aspect canal de réservation, c'est de s'assurer que dans tout ce qu'on met en place, les process et les différentes étapes sont suivies et qu'il n'y a pas de rupture. Un exemple, souvent les sociétés ont bien défini des zones à risque. Par contre, comment elles sont mises à jour, dans quel délai et par qui, n'est pas forcément formalisé de façon homogène sur l'ensemble du stock. Ce qui fait qu'en fait, on a la sensation d'avoir mis des choses en place et puis derrière, ça ne va pas jusqu'au bout de la chaîne, ou la communication ne va pas forcément jusqu'aux voyageurs, ou on n'a pas traité tous les cas de figure. Comme évoqué Christine, il y a la réservation classique, mais qu'est-ce qui se passe après quand il y a des modifications après la réservation, en cours de voyage, la zone à risque qui change, on passe de blanche à rouge, comment on identifie ceux qui sont déjà partis mais qui n'avaient pas forcément mis les infos en amont, etc. Et dans ce process-là, il faut bien s'assurer que par rapport à la gouvernance qui a été décidée, on a bien le bon interlocuteur responsable sur chaque étape du processus. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu plus long à traiter finalement dans le cadre d'un scope international parce qu'on n'a pas toujours une visibilité sur l'organisation détaillée en local des personnes qui font déjà ces actions-là. D'où la nécessité de solliciter les gens en amont pour savoir quelles sont leurs organisations en local. Et puis un point aussi qu'on évoque rarement, c'est comment on monitore et comment on s'assure que ce qu'on a mis en place est pérenne. Parce que souvent on a la théorie, on a mis en place tout un tas de choses, mais finalement on ne les teste jamais. Et c'est une des discussions qu'on avait eues. Oui, on a eu de nombreuses discussions sur ce sujet. Voilà. Pour l'instant, chez nous, effectivement, on n'est pas encore dans cette phase-là, mais on va en même temps, dans l'année prochaine, il est clair qu'il faut qu'on teste le système, sinon ça n'a pas de sens. Le système, c'est on teste à un moment donné, il se passe quelque chose quelque part. Dans notre région, à tout moment, on dit toujours, est-ce que mon process est suffisamment robuste? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, même dans les sociétés qui sont très matures sur ce sujet-là, on en entend, je ne pense pas qu'on en ait jamais discuté avant. C'est ce qu'on appelle une cette confiance. Donc cette partie-là aussi, elle est importante à mettre en œuvre, même si elle n'est pas fréquente dans ce qu'on a dit. Et puis on a toujours aussi un zoom assez particulier sur le process sur la gestion de crise. Il y a vraiment un événement qui se produit, comment on traite. Et là, on a des pratiques très très différentes d'une société à l'autre et plus ou moins automatisées en fonction des cas de figure et qui ne reposent pas forcément sur les mêmes acteurs. Et donc, entre autres, pour localiser les voyageurs en cas de problème. Là, aujourd'hui, chez Arkema, où on filme, comment cette partie-là est couverte Aujourd'hui, on a un processus qui s'appuie beaucoup sur l'agence de voyage, qui est quand même bien équipé. On a un outil qui nous permet d'avoir des listes assez rapidement, sur un périmètre qui est assez large, et on s'appuie aujourd'hui là-dessus. On est conscient que ce n'est pas suffisant. On a quand même des informations, des noms de voyageurs, où ils se trouvent en termes de ville, mais ce n'est pas très précis. Pas forcément exhaustif, car si quelqu'un d'aventure ne passe pas par l'outil, on l'aura loupé. Sachant quand même chez Arkema, on a eu, lorsqu'on part à l'étranger, tout le temps dans l'outil, l'aérien et le train passent par l'outil. Difficulté à rester local. Donc là, on a pas mal d'avancées sur le sujet, mais c'est pas efficient et c'est pas du process sécurisé. C'est l'étape suivante, c'est l'objectif du projet, c'est avoir quelque chose de plus sécurisé, fonctionnel et sans contraindre davantage de voyageurs dans son processus de réservation et de location. Les éléments qui reviennent régulièrement, c'est est-ce que le processus est automatisé? Est-ce que quand vous récupérez les listes, il y a bien des moyens de joindre les voyageurs? Est-ce qu'il y a des réservations d'hôtels qui permettent d'être encore plus précis
que l'aéroport ou la personne a atterri, par exemple. Sur le problème du processus qui existe et puis d'application par exemple. On est plus dans un problème d'application que le processus existe, mais parfois certaines personnes. Voilà, on passe un peu. Sachant qu'il faut qu'il soit continu, en fait, c'est un peu ça la problématique. Aujourd'hui, on est souvent quand même sur des organisations décentralisées. Le problème de la gestion du risque, c'est qu'il faut être hyper réactif et qu'il faut qu'il y ait quand même une permanence à chaque fois. Et dans ce cadre, comment on organise tout ça et comment on s'assure qu'il n'y ait aucune disruption quelque part dans ce suivi. Et ça, c'est un point qui a mis évidemment. Nous, il y avait un process en place, mais il n'y a pas toujours aux bons horaires, où on se rend compte que finalement, il va se passer plusieurs heures entre le moment où on va pouvoir agir. Et puis les incidents arrivent pour bien noter le soir en retard, les week-ends, et là, effectivement, on est rupture dans le process de fonctionnement. Et puis chacun son métier. Aujourd'hui, nous, on s'est beaucoup appuyé sur notre agence qui fait bien le job, mais son job n'est pas de sécuriser nos voyageurs. Ils n'ont pas un outil ils ont un outil, mais qui n'est pas complètement développé et spécialisé dans le domaine. Donc là, il faut passer à l'étape suivante, de aller vers un outil qui soit vraiment, qui nous accompagne dans la préparation, dans le déplacement et puis dans l'état de crise. Justement, effectivement, notre organisation aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur les relais pays, les relais régions, qui normalement sont les premiers alertés ou alertes au cas de situation de crise. On sait très bien qu'en dehors des heures ouvrées, ces personnes-là ne sont pas forcément toujours atteignables. Donc on s'appuie aussi sur les gens d'astreinte qui prennent ça en plus de leur charge d'astreinte de manière générale. Parce qu'effectivement, ce que disait Jérôme, c'est qu'on voudrait derrière s'appuyer sur une société extérieure qui puisse nous faire toute cette gestion-là de manière professionnelle, 24 heures sur 24, dans tous les pays, sans discontinuité. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, au moins commencer à réfléchir sur le sujet dès l'année prochaine, à l'étape d'après. C'est souvent une question que vont se poser différentes sociétés et il y a plusieurs types de prestataires qui existent et puis ils ont des couvertures sur des aspects différents. Du coup, dans quel cas de figure une société elle doit se poser la question d'externaliser une partie ou pas et qu'est-ce que couvre en fait comme prestation ce type de prestataire? Alors, on peut avoir des services une palette en fait de services en général. Ça peut aller de la simple documentation, des fiches pays qui sont à jour, qui sont disponibles sur le site, etc., qui peut être consultable n'importe quand, à vraiment un accompagnement total. C'est-à-dire, on peut, dès lors qu'au côté entreprise, la gouvernance est un petit peu établie, travailler en lien avec ces gens pour trouver une organisation qui soit pérenne, derrière vraiment accompagner au niveau de la gestion de crise, c'est-à-dire être l'élément déclencheur de la cellule de crise, et c'est aussi en fonction des partenaires, eux aussi peuvent avoir des relais en locaux et s'appuient sur leurs relais locaux pour justement aussi intervenir le cas échéant. Donc en fait, c'est vraiment large et ça dépend aussi de la volonté de l'entreprise à complètement déléguer cette partie-là parce que le risque, c'est quand même pas touchy. Donc quelque part, certaines entreprises doivent vraiment le garder en interne parce que on gère de la gestion de crise, c'est un voyageur et parfois un prestataire externe, voilà, il est externe de fait et du coup n'est pas forcément un élément qui est peut-être rassurant. Après, c'est un choix d'entreprise. Ou inversement, la société qui dit que c'est un timing, un niveau d'expertise minime à internaliser. Et que du coup, c'est plus simple de se retrouver dans notre cas, en ce qui nous concerne, on cherche à se faire accompagner toute la préparation du voyage, toutes les informations à connaître spécifiquement à l'instant T, que ce soit sur un aspect médical, un aspect assurance, un aspect surprise du voyageur, préférable de sous-traiter parce qu'on a mis la connaissance à l'instant T, de mise à jour surtout, et puis la capacité à déployer dans l'ensemble des pays. Par contre, toute la notion workflow identique, pareil, au moment de la réservation. Par contre, la gestion de crise, on la conserve. On la conserve en se faisant accompagner de tête. Et ça, il faut faire l'aspect opérationnel pour au moment où il se passe quelque chose. Ce qui est caché, on a effectivement une série de gestion de crise bien rodée, donc on s'appuiera sur cette de crise. Et les messages aussi, les messages customisés, il faut qu'on garde la même crise des messages que la
l'ensemble de ces filiales pour harmoniser les messages qui partent de la sûreté et la caméra. Ça, c'est souvent les discussions qu'il y a avec les partenaires parce qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent aussi au contexte de l'entreprise. Et comme ils ont une offre un petit peu à tiroir, ils sont capables d'accompagner là où il y a un interne un peu déchiré. Du coup, dans les choix des sociétés pour la partie externalisation, il faut se poser la question de quel niveau d'expertise, qu'est-ce qu'il y a déjà comme organisation. Vous avez aussi des prestataires qui vont nous fournir de l'information. Donc l'information qui sera plus à jour que forcément si on fait dans l'interne, et qui va permettre de pousser l'information dans des outils, par exemple, vers le voyageur, mais qui ne va pas du tout apporter des services ou de prestations complémentaires. Et puis, il y en a d'autres qui vont accompagner y compris pour former les voyageurs, le management, de façon customisée, qui vont pouvoir aussi récupérer toutes les informations de réservation pour derrière pouvoir gérer une plateforme, pour contacter les gens, etc. Donc, aider pour toute la partie gestion de crise. Et puis parfois aussi, après cette algorithme, récupérer des feedbacks aux voyageurs. Je reviens sur un autre élément pour le coup que souvent ces sociétés ne vont pas forcément faire, du contraire. Sur la partie vérifier aussi les prestataires qui doivent être utilisés lorsqu'on se départ dans un pays à risque. Il y a aussi toute une étape où si on se déplace dans un endroit où on sait qu'il y a un risque avéré, il faut descendre dans certains types d'hôtels absolument qui auront été audités. Là, on peut s'appuyer par exemple chez nous sur le réseau de sécurité, ils connaissent quand même bien leur pays, ils connaissent bien les risques. Et du coup, c'est plutôt les gens locaux qui reprennent ça dans leur... Ça dépend de l'organisation, chez nous, ça peut être ça. Voilà. Mais typiquement, dans les différentes étapes de process, une partie qui est plus compliquée à externaliser, il y a cette phase de s'assurer que la personne est au bon endroit, prend les bons types de taxi, les bonnes démarches dans le cas où le risque est vraiment l'utilité de l'automatisation aussi. Parce qu'il y a des outils, par exemple, on peut restreindre l'affichage quand on fait des recherches sur certains pays ou certaines villes. Donc, et ça, pour le coup, si on ne peut pas forcément se baser sur son réseau local, ou en tout cas sur des experts internes qui puissent faire cette tâche qui est quand même assez chronophage aussi, de certains prestataires aussi proposent ce type de service. Et d'où l'importance sur cette partie process de s'assurer qu'on automatise au maximum ce qui peut l'être, parce que c'est ça qui va permettre de garder la charge de travail et le temps disponible sur des sujets d'amélioration, de sport, etc. Donc parfois, un des premiers enjeux sur la partie sûreté, au-delà de la gouvernance, parfois ça peut être d'automatiser un maximum aussi toutes ces réservations. On peut se rendre compte qu'on construit un peu sur du stade et si on n'a pas déjà un process voyageur qui est un petit peu installé, comme c'est le cas chez Arkema, c'est déjà une agence globale, un outil de réservation globale, donc c'est plus simple de construire sur quelque chose qui est déjà optimisé. Oui, en fait, c'est un point important, ça, la notion de maturité. Une entreprise, lorsqu'elle déploie, surtout une grosse entreprise déploie son process de voyage à expense, l'idée, c'est de ne pas pouvoir mettre en même temps tous les outils, tous les process et tout sécuriser, parce que là, ce sera très difficile aux voyageurs et aux managers de s'adapter à tout ça. C'est de, step by step, en quelques années, de faire évoluer les processus, de démarrer par le basique, optimiser le nombre d'agents, déjà, d'avoir moins d'agents possibles dans le monde, permettant ainsi de faciliter les modélisations des bonnes pratiques. Et puis deuxièmement, après, c'est de déployer avec la meilleure habilité possible, avec un réseau, déployer un réseau de travail dans le monde, et puis ensuite l'animer, et puis passer à des étapes de sûreté, des étapes expense, une fois qu'on a stabilisé le process et que tout le monde passe bien par l'outil, parce que si effectivement on a des outils de démarrage et que personne ne passe par ces outils, tous les outils que vous allez rajouter derrière pour la sûreté ou pour les frais, ne vont pas fonctionner parce qu'ils n'ont pas l'alimentation des données des outils agence. Sur le terme d'animation, c'est important parce qu'effectivement, ces personnes qui sont des référents régionaux et encore proportionnels locaux, par pays, sont des gens qui, 5% de leur temps, consacrent uniquement 5% de leur temps à la sûreté. Donc, si on n'anime pas régulièrement, si on estime, si on ne va pas les former, les resensibiliser régulièrement, ça peut rapidement encore tomber dans le travers du passé. C'est très important d'animer ces réseaux.
Alors, un autre pilier qui me semble très important, c'est cette partie communication. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est que surtout les voyageurs en chaîne soient sensibilisés en amont, comprennent les risques, comprennent ce qui est attendu de lui, et puis sachent qui doit contacter en cas de problème, etc. Et cette partie-là, c'est pareil, elle est souvent assez sous-estimée. Il y a tout un processus qui est mis en place parfois en centrale. Et puis en fait, on se rend compte que l'information ne va pas jusqu'au bout du voyageur, jusqu'à lui. Ou alors, il y a eu une communication à un moment donné, mais il n'y a pas eu, comme évoqué, la partie animation qui a fait que ça perdure dans le temps. Et que les nouveaux entrants, par exemple, ont des bons types d'informations. Donc là, de la mutation, il faut identifier sur quels éléments je veux communiquer, vers qui, et qui est le plus à même de communiquer vers ces voyageurs sur ces sujets-là. Et Jérôme, du coup, dans le cas d'Arkema, comment vous vous assurez que le voyageur ait toutes les informations? Comment vous souhaiteriez que ce soit par la suite? Ouais. Là, on a bien deux questions. La première est comment on se fait aujourd'hui et quelle est la cible pour Arkema demain. Aujourd'hui, on s'appuie sur deux entités chez Arkema, la société représentée par Pierre et moi-même, le Travel Manager. Donc l'idée, c'est de passer bien déjà par l'outil l'agence de voyage que l'on utilise, le SVT, qui permet d'avoir une information assez large de la politique voyage et puis des éléments sûreté qui apparaissent à certains moments. On a des pop-up qui apparaissent, donc ça, c'est un moyen de communiquer en temps réel lorsque la personne se connecte à l'outil. Ensuite, on a un intranet où on dépose toutes nos procédures, notamment les procédures sécurité sûreté voyageurs, qui sont formalisées par Pierre. Et le problème, c'est que c'est sur un outil, il faut aller les chercher, c'est que le tout, on a un métier et tout le monde ne va pas chercher les informations. Donc on s'appuie davantage aussi en rappelant aux gens régulièrement via des mails d'information, des alertes, des réunions. Alors, on passe beaucoup par un réseau assistant qui a été créé il y a un certain nombre d'années, en faisant des meetings assistants qui permettent de remonter dans les services toutes les bonnes pratiques et les choses à faire. Et enfin, on déploie un espèce de memento où on a sur un format A4 basique, on peut le glisser dans la poche. C'est un document qui récupère toutes les informations qu'un voyageur et un manager doit connaître sur le déplacement professionnel de la société. Ça va de comment se connecter à la voyage, en passant par des notions de sécurité, de comportement, et puis le résumé de la politique voyage. Si on termine, bien entendu, par une notion d'assurance, par tous les contacts en cas d'urgence ou pas en cas d'urgence. C'est vraiment un basique. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui est insuffisant, donc pour laquelle on passe à la vitesse supérieure à l'ITR. Et l'idée est d'avoir un support conseil et outils qui nous accompagnent dans les années à venir pour qu'on ait un automatisme déjà d'information lors de ma réservation. Je veux aller dans un pays, je réserve, j'ai toute l'information du pays qui me parvient, avec des notions de santé, de sécurité, médicales également, comment se préparer en termes de déplacement, les bonnes pratiques en termes comportementaux dans un pays, informer les voyageurs. Et ça, il faut que ça tombe tout cru dans la messagerie ou à un moment donné dans un outil qui arrive jusqu'au voyageur. Après, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui traque effectivement l'ensemble des réservations, là c'est le BABA, et puis enfin, surtout, d'avoir une société qui nous accompagne dans le conseil, donc sensibilisation des voyageurs, des managers, formation à différents degrés. On peut être simplement des webinaires qu'on diffuse régulièrement, des communications vidéo qu'on communique régulièrement, des films. Bref, comment on fait sur la sécurité, on est, je pense, très fort chez Arkema en termes de sécurité, on a un bon niveau. Et on a beaucoup à progresser lorsqu'on est à l'extérieur. Donc, sur la même méthodologie, avec des essentiels, des réunions d'équipe, à parler en déplacement, dans un hôtel, qu'est-ce que tu fais en arrivant dans un hôtel? Est-ce que tu vérifies les plans de sécurité s'il y a feu? Est-ce que tu vérifies si les portes d'accès sont libres de passage? Des petits BABA comme ça. Il y a un lien assez fort d'ailleurs avec la cybersécurité. Peut-être sur l'information, à la fois sur les outils informatiques, mais aussi dans les conversations qu'on peut avoir, dans les hôtels, on laisse nos documents, etc. Donc ça a du sens que ce soit aussi repris
une approche globale sur un volet solution. Ce que je retiens de ce qui est en place et ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à un vrai plan de carrière. C'est-à-dire qu'on a souvent des cas où il y a une politique et on estime que ça c'est une forme de communication suffisante. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut identifier qui sont les personnes qui vont être à même de communiquer, de passer l'information, sur quoi vous pouvez vous appuyer en interne. Au rôle des assistants, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Identifier quels sont tous les leviers et les moyens pour communiquer. Le plus important, c'est vraiment d'aller toucher le voyageur qui est fait partie. C'est là où on doit s'améliorer. Sinon, la communication, de manière générale, juste avant le voyage. C'est là où il faut être sûr de ne pas le louper. Surtout que ce ne soit pas à lui d'aller faire de chercher l'info. L'info via lui. Puis on est dans une com de conduite de changement, donc on informe les voyageurs, on va leur donner tout un tas d'informations qui vont leur tomber tout cru au lieu de les chercher, mais par contre on sensibilise très fortement que sa sécurité c'est un ennemi qui la manage à un moment donné. Donc là aussi on doit l'alerter, on doit le faire monter lui en compétence sur le domaine pour qu'il sécurise certaines choses et qu'il ne s'en soucie pas les jours où il met le pied au sol dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des risques qu'il ne connaît pas, et avec... Donc il faut vraiment faire cette étape de communication qui aura pour objectif de faire changer de comportement et de se soucier, ne serait-ce qu'un seul déjà à démarrer par mettre son numéro de portable déjà dans le multiple, permettant de l'identifier et de l'appeler les jours où on a un peu parlé ça parfait. C'est la base du lien qui existe entre le voyageur et nous, responsables des voyageurs, Très bien. Donc ça, c'était la partie de communication. Et le dernier pilier, alors sur lequel Arkema avait déjà beaucoup avancé, donc on n'a pas énormément vu cette partie, c'était la partie assurance-assistance, parce qu'on a souvent le contexte où finalement on se rend compte qu'il y a généralement plus d'assurance que nécessaire. Hein. C'est pas, la société est généralement beaucoup plus couverte qu'elle imagine. Mais il y a un vrai besoin de lister et de vérifier les couvertures de ces assurances pour éviter les doublons et optimiser. Et puis en parallèle aussi regarder si dans les limitations potentielles qu'il y a dans la couverture d'assurance, c'est bien indiqué et communiqué quelque part dans les politiques internes ou dans la com vers le voyageur. Et puis, il y a des exemples sur ces aspects-là. Alors, comme tu disais qu'il peut y avoir des doublons, il peut y avoir aussi des exclusions. On pense par exemple à des déplacements dans certains pays qui sont souvent exclus des politiques d'assurance, donc sur lesquels il faut savoir aussi quoi faire. Des moyens de se déplacer aussi, je pense à un hélicoptère. Les pays d'assurance ne le prévoient pas forcément toujours, donc c'est bien de connaître en fait ces méthodes de déplacement, où est-ce qu'on va et comment, pour savoir si quelque part l'assurance est suffisamment courante. Si elle ne l'est pas, est-ce qu'il faut peut-être faire aller sur d'autres politiques d'assurance ou faire des compléments. Donc ça, on va dire que c'est un travail, c'est la base. Quelque part, avant de mettre en place cette partie gouvernance, communication, etc., l'assurance, c'est le nerf de la guerre. C'est souvent vraiment la première chose qu'on va vérifier. Ça, au moins, c'est bordé. Et après, on peut s'attaquer à des problématiques qui sont beaucoup plus générales, qui sont la gouvernance, la communication, etc. Et chez Arkema, du coup, l'assurance. Bien assuré. Bien assuré. Non, c'est effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la première brique qui a été posée dès le début, et l'assurance, mondialement, quel que soit le salarié, on a une couverture qui nous permet d'être secouru, rapatrié, assisté et couvert en cas de... Voilà, donc on a traité l'ensemble des piliers qu'on identifie dans le cadre d'une stratégie pour la participation des voyageurs. Merci à Pierre et Hélène d'Arkema pour leur témoignage et à Pépine pour son expertise sur le sujet. On espère que ça a pu répondre à vos questions, à savoir comment démarrer sur ces sujets-là de votre côté. Et puis, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous consulter après le webinaire. On vous souhaite une excellente journée. Merci.